Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 5 janvier. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Au Mont-Saint-Michel, une partie du personnel de l'abbaye est en grève pour dénoncer des conditions de travail difficiles. Les salariés responsables des visites et de l'entretien soulignent le froid, l'humidité et les 350 marches à monter quotidiennement. Pendant la grève, le monument est soit fermé au public, soit ouvert gratuitement avec un nombre de visites réduit. Et la caissière du Super U de Trèbes, prise en otage par le terroriste Radouane Lagdim en mars 2018, qui avait été sauvée par le courage et la détermination héroïque du gendarme Arnaud Beltrame, s'est récemment exprimé dans la presse. Arnaud Beltrame avait sacrifié sa vie pour elle. Elle a expliqué au Figaro comment cet événement a transformé sa vie, l'amenant même à trouver la foi. L'ancien otage se considère redevable envers celui qui l'a sauvé et cherche à vivre une vie digne de son sacrifice. Et suite à une nouvelle étude condamnant l'hydroxychloroquine qui a été reprise largement dans tous les médias mainstream, le professeur Didier Raoult, dans un récent entretien avec André Berkoff, a défendu une fois de plus les vertus de l'hydroxychloroquine et contesté les critiques portées contre ce traitement. Raoult dénonce également la difficulté à accéder à des médicaments peu coûteux, soulignant l'influence de l'argent sur l'industrie pharmaceutique et le système de santé. Il critique également les influences politico-financières sur les décisions concernant la santé publique. Et la Cour des comptes a publié un rapport dénonçant l'inefficacité des contrôles aux frontières. Le rapport met en avant un coût annuel d'environ 1,8 milliard d'euros pour des résultats peu probants, remettant en question les déclarations du gouvernement. Le rapport mentionne que le nombre de franchissements réguliers des frontières françaises est en hausse depuis 2015. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler aujourd'hui de problèmes liés à la sécurité nationale. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet que l'on pensait résolu, la question des antennes 5G de Huawei. Pour vous situer un petit peu la situation, il y a un peu plus de 4 ans, en 2019, la France adoptait une loi anti-Huawei qui visait à protéger les intérêts de sécurité nationale. En effet, pendant des années, des soupçons d'espionnage ont pesé sur le géant chinois. Seulement voilà, les opérateurs Bouygues Telecom et SFR, initialement contraints de démonter des milliers d'antennes d'ici 2028, viennent d'obtenir un sursis de 3 années supplémentaires. Alors forcément, la décision du gouvernement français de repousser le démantèlement des antennes Huawei soulève des questions cruciales. On aimerait bien comprendre ce qui a motivé cette décision. Les enjeux de sécurité nationale peuvent-ils être remis à dans 3 ans? Et ceci sans aucun risque. Quel est le coût réel de cette dépendance pour la souveraineté française? Je vous propose de prendre 1 minute pour mieux comprendre les faits et le contexte entourant cette décision surprenante. Reportage. Au cœur des enjeux technologiques et géopolitiques, la France se trouve à un carrefour critique concernant l'utilisation des antennes 5G de Huawei. L'adoption de la loi dite anti-Huawei en 2019 marque la prise de conscience des risques associés à l'utilisation du matériel chinois. En 2021, le Conseil constitutionnel a validé la loi restreignant l'utilisation d'équipements 5G du géant chinois. La loi a affirmé la nécessité de protéger les intérêts nationaux contre les risques inhérents aux technologies de communication de pointe. Bouygues Telecom et SFR, partenaires de Huawei, se sont alors retrouvés dans l'obligation de démanteler leurs antennes chinoises, une tâche imposante et coûteuse. Bouygues Telecom a lui seul compté plus de 3000 antennes concernées. Par décision du Conseil, les opérateurs devaient alors assumer les frais de démantèlement. Cependant, l'automne dernier, une extension jusqu'en 2031 a été accordée, soulevant des interrogations sur les motivations et les conséquences de ce sursis. Cette décision, intervenue après la visite d'Emmanuel Macron en Chine en avril 2023, laisse perplexe certains observateurs qui y voient des implications diplomatiques. L'extension du délai est perçue comme un geste envers Pékin et soulève des inquiétudes quant à la souveraineté technologique de la France,
En juin dernier, la Commission européenne avait appelé à bannir les équipementiers téléphoniques chinois Huawei et ZTE, affirmant qu'ils représentaient un risque pour la sécurité de l'UE. Suite à la prolongation du délai pour le démantèlement des antennes Huawei, la France se trouve à un carrefour technologique crucial. Car, bien que cette décision soit accueillie favorablement par les opérateurs, elle soulève néanmoins des questions profondes sur la souveraineté et l'indépendance technologique de la France. En effet, de nombreux experts s'accordent à le dire que la présence de Huawei sur le territoire national représente un risque réel d'une interférence étrangère croissante dans le secteur des communications. On peut alors légitimement se demander comment les décideurs politiques peuvent-ils confier une part si importante de notre réseau de télécommunications à la Chine. Ont-ils oublié qu'il s'agit de la dictature avec le système de surveillance automatisé et de contrôle de la population le plus abouti de la planète? Le délai supplémentaire accordé aux opérateurs est-il simplement un répit temporaire ou est-il révélateur d'un changement plus profond dans la politique française? Ces questions restent ouvertes. Les prochaines années seront certainement déterminantes pour comprendre les véritables conséquences de ce choix. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et c'est le groupe terroriste État islamique qui a revendiqué finalement l'attentat qui a fait plus de 80 morts en Iran, près de la tombe du général Qassem Soleimani. À travers ses canaux Telegram, le groupe terroriste a indiqué que 2 de ses membres se sont fait exploser au milieu de la foule. Et les autorités russes et ukrainiennes se sont toutes deux félicitées de la libération de respectivement 248 et 230 prisonniers, ce qui en fait le plus grand échange de prisonniers depuis le début de la guerre. Parmi les prisonniers libérés, on compte des défenseurs de l'usine d'Azovstal. Les médias des deux pays couvrent cet événement. Kiev et Moscou déclarent tous deux que l'échange de prisonniers a été rendu possible par une médiation des Émirats arabes unis. Et les agriculteurs allemands ont manifesté à Berlin contre la fin des subventions au diesel agricole décidées par le gouvernement. Cette décision augmenterait considérablement leurs coûts, rendant leur travail encore plus difficile. Cette crise est en partie due à une décision des politiciens allemands qui ont décidé de couper certaines dépenses, notamment des subventions considérées comme nuisibles pour le climat. Et il n'y a pas qu'en Allemagne que les agriculteurs manifestent leur mécontentement par rapport à des mesures européennes qui les mettent en grande difficulté. On y reviendra d'ailleurs dans de prochaines éditions. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. 10 jours avant l'élection présidentielle à Taïwan, la Chine a publié de nouvelles images de son dernier porte-avions. Baptisé Fujian, il s'agit du premier porte-avions fabriqué en Chine. Le Fujian est équipé de pistes plus perfectionnées pour le lancement des avions. Cela permet au porte-avions de lancer des avions de combat avec plus de carburant et d'armes. Le dirigeant chinois Xi Jinping a ordonné à l'armée d'améliorer la préparation au combat d'ici 2027. Ce porte-avions n'a pas encore été mis en service. À l'heure actuelle, leurs principaux rivaux, les États-Unis, ont le plus grand nombre de porte-avions en service, 11. La Chine en a 2. Les fonds étrangers de longue date se retirent du marché chinois à un rythme très rapide. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par la banque d'investissement Morgan Stanley. La société a déclaré que les sorties de capitaux mensuelles de la Chine étaient les 3e plus importantes de l'histoire. Au cours de l'année écoulée, les performances du marché boursier chinois ont été classées parmi les pires des principaux indices mondiaux. À l'origine de ce plongeon, les risques géopolitiques, la lenteur de la reprise économique et les incertitudes structurelles. À l'approche de 2024, l'économie chinoise n'a pas vraiment décollé, et ce, malgré les tentatives de Pékin de stimuler ses performances par le biais d'une série de mesures de relance. En ce qui concerne le marché boursier, les actions chinoises ont commencé l'année sur une chute de 1,3%, ce qui laisse présager des perspectives inquiétantes pour la Chine. La baisse est devenue banale depuis le début de l'année 2021. Mais pour certains investisseurs, c'est l'occasion de faire des affaires à bon compte. Bloomberg a interrogé plus de 400 investisseurs et près d'un tiers d'entre eux ont déclaré qu'ils investiraient davantage dans les actions chinoises cette année. Tony Chung, un militant de Hong Kong, a déclaré s'être réfugié en Grande-Bretagne après avoir demandé l'asile politique.
Âgé de 22 ans, Chung est l'ancien dirigeant d'un groupe indépendantiste, Student Localism, aujourd'hui dissous. Dans un message publié sur Facebook, il a déclaré qu'il souffrait d'une pression psychologique importante. Chung a été condamné à 43 mois de prison en novembre 2021 pour sécession et blanchiment d'argent. Il a été inculpé en application de la loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à Hong Kong en 2020 après des mois de manifestations anti-Pékin et pro-démocratie. Chung a été libéré en juin 2023, mais il affirme avoir été surveillé par la police depuis lors. Ce traumatisme l'a poussé à partir. Chung a déclaré à Reuters qu'après sa libération, des agents chinois lui ont proposé plus de 300 $ pour qu'il devienne un informateur. Ils l'ont également surveillé de près après sa libération. Chung a déclaré qu'il avait accepté l'offre parce qu'il estimait qu'il n'avait pas le choix. Il pense que les autorités voulaient le tester pour voir s'il coopérerait. Il a ajouté qu'il ne leur avait pas donné d'informations importantes. Courage à ce jeune homme. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec une histoire insolite. Un bûcheron de 90 ans, Stuart Grant, a construit sa propre maison de Hobbit en Écosse, bien qu'il n'ait jamais vu le Seigneur des Anneaux. Il a acheté une vieille maison de campagne sans toit ni porte et l'a rénovée. Initialement, il prévoyait de vivre là-bas le temps de faire des travaux dans une maison plus grande, mais après avoir mis un toit et des portes, il a décidé de faire de cette petite maison son habitation principale. Il a utilisé des matériaux locaux, coupant son propre bois et ramassant des pierres dans la rivière pour la maçonnerie. Monsieur Grant, qui n'utilise ni Internet ni smartphone, a récemment été découvert par les fans de la saga du Seigneur des Anneaux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Lundi, c'est Gabriel qui vous présentera le journal de 13 h. Quant à moi, je vous retrouverai à la fin du mois de janvier. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe de NTD L'Actu, un très bon après-midi et un excellent week-end.